Bienvenue au podcast Chanter ma vie, le podcast qui vous plongera au cœur de l'art de chanter. On va parler de techniques vocales, de trucs de pro et de tout ce qui entoure cet univers fascinant. Que vous soyez un chanteur passionné, un curieux de l'art vocal ou simplement quelqu'un qui cherche à découvrir l'envers du décor de la vie des chanteuses et des chanteurs, ce podcast est pour vous. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue au podcast Chanter ma vie. Mon nom est Verona et aujourd'hui, je reçois l'artiste R&B D-Joyce. Hey, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content d'être là. Merci d'être là. T'as vu tout mon setup secret. On vous dira pas comment je setup mon podcast dans mon salon. Mais hey, c'est super cool. Pour vrai, je suis vraiment contente que tu sois là. On va parler de plein de choses, mais avant, je dois vous parler de mon commanditaire, l'école de production musicale, la Station Clip. Je ne sais pas si tu connais. Ben, je connais de nom. De nom, hein, parce que c'est vraiment, ils sont de plus en plus hot là, à chaque année. C'est une école pour les artistes. T'as pas besoin d'être chanteur, mais tu peux être musicien, tu peux n'avoir jamais fait de musique de ta vie, puis tu vas apprendre à vraiment composer de la musique avec ordinateur parce qu'on est rendu là dans le monde maintenant. Il faut apprendre à... C'est ça. On peut tous avoir... Ce qui est le fun, c'est qu'on peut tous avoir notre studio à la maison avec vraiment de l'équipement minimal et faire des choses incroyables. Donc, c'est ça qu'ils t'apprennent là-bas. Moi, j'ai fait 2 formations. Ça a changé ma vie, sincèrement. Puis, je veux en faire d'autres. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Donc, avec mon code promo, Verona15, vous allez avoir 15% de rabais. Ça vaut la peine. Et sur les cours de groupe. Donc, ils ont des cours privés aussi, mais mon rabais, c'est pour les cours de groupe. Puis, pour vrai, c'est parfait. Si vous êtes à Montréal, ils ont un studio, mais si vous êtes à l'extérieur, ils les font en ligne aussi. Si vous en manquez un, parce que quand tu prends un cours de groupe, c'est comme une session. Si t'en manques un, c'est pas grave. C'est toujours filmé en rediffusion. Puis, c'est vraiment, vraiment le fun. Donc, la Station Clip, Verona 15 pour 15% de rabais. Et on part! Let's go! Oh, je suis trop content d'être là! Yeah, merci! Fait que, si jamais vous ne connaissez pas D-Joyce, on va le laisser se présenter. Disons, est-ce que tu serais capable de résumer, je sais que c'est difficile pour les artistes, on aime ça parler beaucoup, là, mais résumer ton parcours en 1 minute. Oh, wow! Top chrono. Top chrono. Alors déjà, donc moi, D-Joyce, chanteur R&B francophone. Mon parcours a commencé en France où j'ai commencé dans une chorale Sankofa Unit de gospel où justement on a eu la chance grâce à l'émission La France a un incroyable talent d'être révélé. Et de là, je suis parti en solo et j'ai eu quelques déboires dans la musique avec dans l'industrie et finalement j'ai décidé de prendre mes valises et de partir au Québec. Et depuis que je suis arrivé, je vis un rêve éveillé. Et voilà, du coup, je vis ma passion, je le fais avec le cœur et c'est ça. Et on est rendu là aujourd'hui devant toi, Verona. Donc, ça veut dire que tout le travail que j'ai fait jusque maintenant, ça a porté ses fruits parce que là, on peut discuter du parcours et de tout ce qu'il y a derrière la musique. Mais oui, parce que tu sais, il y a Radio-Canada, puis après, il y a le podcast Chanter ma vie. C'est la dernière étape. T'es rendu là, donc... Peut-être un jour, je vais avoir autant de notoriété. Non, mais quand même, l'année dernière... au Gala de la Disque, si vous connaissez pas, c'est comme les Grammys du Québec. Et il y avait une nouvelle catégorie, il était temps, c'était la catégorie album R&B de l'année. Et tu étais nominé, donc ça, vraiment, bravo. C'était la première année, c'est fou. Donc oui, ça, moi, je te dirais que ça, là, j'ai fait « Oh my God, OK, c'est qui, lui? » Ça m'a vraiment... Puis je pense que tout le monde au Québec a fait comme « Oh, attention, on a une nouvelle star du R&B. » Mais en même temps... Ça faisait pas du jour au lendemain, ça s'est pas fait en 2 mois, tout ça. Donc là, tu me disais que tu as eu des déboires dans l'industrie de la musique qui t'a fait quitter la France. Peux-tu nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, totalement. En fait, tu vois, quand j'ai commencé à rentrer vraiment dans la musique, j'avais 18-19 ans. Et moi, la seule chose que je voulais, c'était signer en label, signer en maison de disques, parce que je pensais que c'était ça qui permettait d'avoir une carrière. Ouais. Et en fait, avec l'émission Incroyable Talent, j'ai été approché par des labels, des maisons de disques. Wow. Et je pensais que c'était juste parce que j'avais un talent ou quelque chose. Donc, ce qui fait que j'ai signé sans lire les contrats. Parce qu'on m'a dit, tu vas sortir un album, on va te faire des singles, des shootings photos. Le rêve. Le rêve. Et c'est là où je me suis dit, c'est ce que je veux faire, donc j'y vais. Et en fait, 1 an, 2 ans, 3 ans, on sort pas mes projets. Et en fait, ça s'est répété comme ça. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un problème que j'ai? Parce qu'on m'a dit
clairement, tu n'es pas bankable. Donc, il faut que je sois... Bankable. Exactement. Que... Tu peux pas rapporter de l'argent. Exactement. C'est ça qu'on m'a dit. Et je me suis dit, mais Comment c'est quoi? détruire quelqu'un. Ouais. C'est ça. Mais moi, tu sais, je suis arrivé avec un rêve. Parce que moi, mon rêve, c'était juste de chanter, performer, être comme Usher, Chris Brown, Ouais. tous mes idoles. Et au final, c'était pas ça. Donc, il a fallu que je comprenne qu'est-ce qu'on attendait de moi dans l'industrie de la musique. Et donc, comme j'étais jeune, tu sais, j'ai grandi. Mais ce qui était bien, c'est que j'ai quand même continué à faire de la scène. Parce que grâce aux émissions, ça t'engrange du public. Donc, en fait, il fallait que j'aille à leur rencontre. Et j'ai performé, je me suis pratiqué. Et quand j'ai compris qu'il fallait que je pense comme quelqu'un qui était son propre produit, c'est là que mon mindset a changé et que là, je me suis rendu compte qu'il y avait la partie show, mais aussi business. Et donc là, la partie entrepreneur. Mais j'ai vite compris que c'était pas en France. Parce que j'étais j'ai été tanné. Okay. J'ai fait une courte dépression et je me suis dit il faut que je parte. Donc au Québec, j'ai de la famille, j'ai mes cousines qui font de la danse ici. Et donc j'ai atterri. J'avais déjà enregistré un premier projet en me disant bon, bah, je vais venir démarcher des structures qui peuvent m'apporter quelque chose et pas l'inverse où ils viennent comme par intérêt, mais qui y a un intérêt mutuel. Et de là a commencé une incroyable aventure. Que quand tu parles de la disque, c'est incroyable parce que justement, la reconnaissance du style de musique que je fais, même si il y a comme quelque chose d'assez hybride avec de la pop, avec plusieurs influences que j'aime, mais le fond, c'est du R&B et d'avoir cette reconnaissance, c'est juste incroyable. Vraiment. Puis c'est en quelle année que t'as débarqué avec tes valises au Québec? En 2019. Oh wow, juste avant la pandémie, donc t'as passé ton lockdown avec nous. Exactement. Et la petite anecdote, c'est que je suis arrivé en novembre 2019 pour 2 semaines pour voir est-ce que j'aime bien, j'aime bien ça. Donc il y avait le froid, la neige. Et après, je suis reparti. Et là où j'ai eu mon autorisation à officiellement venir, c'était le 28 février 2020. Et en fait, 3 jours après, ils ont fermé les frontières. Et donc, s'il y avait eu comme 3 jours d'écart, je ne serais jamais venu et j'aurais jamais vécu cette Ok, donc aventure t'es venu tout de suite. Dès que tu as eu ton autorisation, tu as pris un vol et tu t'es envenu. Exactement, j'ai pas hésité. Oh mon Dieu, c'est fou quand même. Ça aurait pu, si tu l'avais donné juste un peu plus tard, t'aurais pas pu y aller. J'aurais pas pu. Ici. Oh my God. Écoute, rien n'arrive pour rien. C'est bien fait la vie pour ça. Ah, c'est super. Je vais juste aller ouvrir mes petites questions. Elles sont pas mal dans ma tête, mais je veux... être sûr. Yes. Donc, c'était vraiment, t'as quitté la France pour changer d'équipe. Là, quand t'es arrivé, est-ce que tu voulais encore un label ou c'était comme je vais me faire moi-même mon équipe de façon plus comme travailleur autonome, artiste indépendant? Bah, je voulais déjà plus de label. Okay. Ça, c'était... Québécois ou non, on n'en veut plus. C'est ça, québécois ou non. Et en fait, en étudiant un peu le marché québécois et même juste nord-américain, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'indépendance et qu'on laisse la place aux artistes d'exprimer leur créativité. Donc, je me suis dit, c'est ce que je veux. Donc, je vais créer mon équipe. Après, il faut toujours avoir une structure parce que c'est toujours... tu sais, c'est plus compliqué quand tu veux mettre ta musique en marché ou autre. Donc, je suis parti d'abord en licence. Okay. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe de Purcom avec Pierre-Paul qui m'a justement donné cette opportunité de rencontrer des personnes, d'aller dans des concerts d'artistes. Et je suis parti par exemple au show de Coralie à l'époque quand elle avait fait son lancement d'album au Théâtre Corona. Et juste de commencer à me familiariser. Et en fait, j'ai pris toutes les bases d'un entrepreneur. Qu'est-ce que tu fais quand tu es entrepreneur avant de lancer ton produit? C'est d'analyser ton marché, voir ce qui se fait, rencontrer, le réseautage, très très important de faire des rencontres. Et c'est ce qu'on a fait. Et après, on a sorti des projets un à un. Et bon, après, je pense que il y a eu un petit facteur chance, c'est que lors de la pandémie, j'ai sorti le premier single sur le territoire québécois et tout de suite, j'ai été dans les palmarès de la disque pendant 17 semaines. Et donc, je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une magie, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais il y a eu comme un très bon retour. Donc, je me suis dit, en fait, c'est mon moment, il faut que je continue. Et après, c'est là que j'ai créé mon équipe. Et là, c'est rencontrer des personnes qui sont en phase avec tes propres valeurs. C'est important parce que c'est des gens avec qui tu vas travailler sur du long terme. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, dans le fond, tu les rémunères pour vraiment un service
Par exemple, là, tu as nommé Purecom, j'ai travaillé avec eux autres aussi, super, super gentils. Puis ils font du tracking radio. Donc ça, c'est représenter ta chanson, les envoyer aux radios parce que, contrairement à ce que les gens pensent, tu peux pas juste hey, appeler la radio ou leur envoyer un petit email. C'est vraiment... Ils risquent pas de... Ils vont sûrement pas écouter ta chanson. Il faut passer par des gens qui ont le réseau. Donc, est-ce que c'est eux qui ont fait la promotion pour ton premier single et tout? Ouais. Exactement. Donc, Okay, ils ont fait ce travail-là, sachant qu'ils m'ont tout de suite averti que c'est mon premier single, Ouais. Je suis pas encore connu ici, donc ça prend aussi un temps que l'industrie te connaisse, l'industrie se dise bah tiens, il y a un DJ qui est dans l'industrie, on va écouter ce qu'il fait. Donc je m'attendais pas à ce premier succès dès le début, et sachant que les singles qu'on a envoyés après, il y a eu beaucoup moins de retours. Ensuite, c'est en fonction de... Tu sais, t'envoies une chanson, ça plaît pas, donc c'est une chance que tu prends. Ouais. Mais au moins, j'ai ressenti comme une transparence et des discussions, et que s'il y en a un qui fonctionne, bah, c'est correct. Si les autres ça fonctionne pas, c'est pas grave, on enchaîne. Et ouais, donc c'est ça. Donc c'est l'importance d'avoir en tout cas un pisteur radio, c'est qu'effectivement, tu sais, quand t'envoies ta propre musique, c'est pas juste t'envoies à la radio, tu sais, aussi des liens à entretenir, et les structures qui le font, c'est des personnes qui discutent, et les radios discutent entre elles, les pisteurs discutent, ils vont dans des réseautages ensemble. Il y a plein d'événements où tu peux aller rencontrer ces personnes-là, et c'est un travail que tu peux pas forcément faire tout seul. Tu peux, mais ça prend beaucoup de temps, et c'est ça. Wow, fait que oui, c'est ça. À un moment donné, faut déléguer, puis business expense, tu sais. Excellent. Fait que là, ça, c'était en quelle année ton premier single à la radio? 2020. Ah ouais, pendant la pandémie? Ouais, je m'en souviens, octobre 2020, et je stressais, je me disais, waouh, c'est le premier sur le territoire québécois. J'envoie, mais il va se passer quoi après? C'est ça mais j'avais qu'un seul objectif, c'était la disque, parce que de France, nous, on connaissait effectivement la disque, qui est l'équivalent, aux États-Unis, t'as les Grammys, en France, t'as les victoires de la musique. Donc je me suis dit, c'est comme ma référence. C'est Adisk, Socan, Socas, Soproc, Artistis, c'est ça comme les organismes références quand tu viens, c'est des choses sur lesquelles tu dois t'inscrire. Ouais. Et c'était ça mes références, et après l'aventure a commencé juste folle. Alors, est-ce qu'on peut parler justement de qu'est-ce qui t'a mené à être nominé? Quels ont été... Parce que là, moi déjà, ça m'étonne que tu n'aies pas de label. Je pensais, je sais pas pourquoi dans ma tête, ceux qui sont nominés, ils ont un label. C'est ça. Mais en fait, tout le monde tu l'as fait de... Ouais, excuse-moi. Tout le monde, je suis l'un des rares. Je pourrais pas dire le seul, je connais pas tous les artistes, mais il y en a quelques-uns qui sont des artistes indépendants. Tu as des labels indépendants. Ouais, mais c'est quand même des labels. Ouais. C'est quand même des labels. Ouais. Et après, tu as artistes indépendants. Et même moi, j'y croyais pas. J'ai appliqué parce que je me suis dit, c'est mon premier album. J'ai mis tellement d'années pour arriver à ce projet-là. Ça m'a pris beaucoup d'efforts et de travail. Ouais. Qu'il faut que j'applique. Ouais. Parce que je sais l'énergie, le cœur que j'ai mis, la qualité que j'ai passé en studio à travailler mes voix et ce que je voulais dire, qu'il faut que je le fasse, et je ne perds rien à le faire. Mm-hmm. Donc, la première étape, je crois que c'est d'être membre de la disque pour pouvoir envoyer son projet. Même pas? Même pas. En fait, ils ont un système où il y a les membres, effectivement, et tu as aussi des non-membres qui peuvent appliquer. Okay. Et c'est exactement les mêmes critères. Tu envoies ton projet, c'est qualité de ton enregistrement, ta visibilité au Québec. Ils écoutent vraiment tout, et après, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui appliquent, ça va à la force du projet. Mm-hmm. Wow. Puis, par rapport à la visibilité, comment tu as fait... là, j'imagine, vu que tu me disais que tu as fait The Voice en France, c'est ça? C'est La France a un incroyable talent. Ah, c'est pas la même chose. Ah, c'est comme Canada's Got Talent. Exactement. America's... Ah, ok. Ah, je me suis... Excuse-moi, je me mélange entre The Voice, puis la plus belle voix, puis la France, avec ton groupe de gospel. Exactement. C'est ça, ok. Mais j'ai tenté The Voice, je suis arrivé jusqu'aux auditions finales avant les blind tests. Ah, mais quand même. Mais j'ai pas été sélectionné, donc j'ai pas eu la chance de passer à la télé. Mais c'est pas grave. Écoute, moi non plus, moi j'ai pas fait la voix, puis je connais, dans les meilleures chanteuses que je connais au Québec, qui ont été refusées aussi, puis je me dis, mais voyons. Fait que des fois, c'est juste un truc de casting. Hein. C'est une émission de télé. Il faut se rappeler ça. Ce n'est pas la musique qui est le plus important. C'est « Ah, elle a les cheveux blonds. OK, ben on a déjà trop de blondes. Ah, on va prendre quelqu'un. » C'est fou, mais des fois, on oublie. Mais des fois, c'est vraiment ça. Ou genre « Ah, elle vient de telle ville. On a besoin de quelqu'un qui vient de la région. » Tu sais, comme moi, je disais ça cette année, à Star Academy, il n'y a personne de Montréal. C'est fou.
C'est fou. Ça se peut pas, là. On est 2 millions sur 7. Je suis sûre qu'il y avait quelqu'un d'écœurant à Montréal, là. Tu sais? Mais je me dis, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de codes d'écoute qui viennent de Montréal? Tu sais, on ne sait jamais. En tout cas, c'est une parenthèse sur les concours télévisés. C'est une bonne là, parenthèse mais et surtout ne pas le prendre personnel. Faut pas le prendre personnel. Ouais, tu sais, moi, si je viens de Montréal, j'ai appliqué, je suis comme, ben peut-être, là, je vois, il n'y a personne à Montréal. Il en voulait peut-être pas. Puis aussi, je suis coach vocal, fait que c'est un peu bizarre d'avoir une coach vocale à Star Academy, se faire coacher. Là, je pense que ce soit comme, pas sûr qu'elle est coachable. Pourtant, je le suis, là, vraiment. Là. Hey, parlant de coaching vocal, est-ce que t'en as pris? Est-ce que t'en prends? Oh, la gorgée d'eau. C'est le moment Joker. En vrai, en fait, moi, c'est ma bête noire. Ah ouais. En fait, la musique pour moi, c'est très instinctif et déjà la chorale, de faire des répétitions de gamme, de faire des exercices, c'est quelque chose qui m'a très vite tanné, mais vraiment, j'en voulais pas. Et donc, je suis parti sur scène et donc là, j'étais avec ma guitariste, on performait et je me rendais compte que des fois, au bout de 30 minutes, j'étais fatigué. J'étais vraiment comme fatigué. Je me dis, mais pourquoi est-ce que ma voix tient pas? Et il me fallait des fois 2 jours de récupération. Et donc c'est à ça qu'on sert, les coachs vocaux. C'est ça. Donc au final, je me suis dit, il faut que j'en prenne. Et en plus, je suis au Québec. Et là, tu sais, moi, en France, pendant longtemps, quand j'avais entre 10 et 15 ans, il y avait beaucoup de comédies musicales. Et je pensais que les chanteurs étaient français. Alors que pas du tout. C'est que des grandes voix québécoises. Donc j'arrive ici, j'ai pas le choix que de perfectionner ma voix. Donc j'ai pris quelques cours de chant avec l'académiste Sam Gagnon. Okay. Et de là, je pense que c'est là où j'ai vraiment perfectionné ma voix et que j'ai juste débloqué des choses pour que je sois plus à l'aise. Et je me suis rendu compte que oui, si je veux être Michael Jackson, Usher, Corneille, bah, ça demande de la pratique. Donc c'est ce que j'ai fait et maintenant je me sens beaucoup plus à l'aise. Donc peut-être que je prendrai tes cours de chant bientôt pour développer un peu ma technique. Mais c'est ça, je pense que ça apprend aussi de la rigueur sur des choses que, tu sais, on voit la musique, on voit la radio, on voit les shows, on voit tout ce qui est le glamour, bling, mais ça prend beaucoup de travail en amont qu'on ne voit pas. Mm-hmm. Ah, mais c'est bon. Donc, vous voyez, même si vous n'aimez pas ça pratiquer, on voit la différence. Donc là, maintenant, tu te fatigues plus autant. J'imagine, tu peux faire un spectacle de 1 heure, 1h30 sans perdre la voix. Alors, pour l'instant, disons que j'ai trouvé des petites astuces parce que justement, il y a cours de chant et coaching vocal et je trouve que le coaching vocal vient te donner des petites clés. Ouais. Des clés, donc c'est ça que je mets en pratique pour pouvoir performer plus longtemps ou à certains moments, je travaille mes tracks pour que peut-être que je vais laisser quelques back vocals pour que j'ai moins à me fatiguer et dans des endroits stratégiques parce que je danse aussi. C'est ça que j'allais dire, tu danses en même temps, donc ça vient augmenter le défi, le contrôle du souffle et tout ça. Là. Ah mais c'est dur parce que en plus de ça, je suis asthmatique et je suis allergique au pollen. Oh wow, fait que là tu fais full allergie. Les shows de l'été, là, de la fin de l'été, là, mois d'août, ça doit être difficile. Catastrophe. Non, toi t'as pollen, toi c'est le printemps. Là. Printemps, après il y a l'été avec la chaleur, j'ai tout, mais je fais des blagues sur la scène parce qu'on voit que je transpire. Bon, au moins je donne de ma personne, mais si je suis essoufflé, c'est au moins je me donne. Sans sa pompe. Ok, on recommence. Ah ouais, non, mais c'est ça. D'ailleurs, elle est là-bas, elle est cachée, ma pompe. Est-ce qu'on va le faire danser? Non, peut-être on va prendre ça relax aujourd'hui. Oh, wow! Hey, non, mais c'est fou. C'est vrai que la technique vocale, en dansant, c'est une autre affaire. Comme moi, j'ai fait des groupes de cover qu'on on faisait plein de chorégraphies en chantant, puis pour vrai, t'arrives, là, j'avais beau avoir mes diplômes en chant, il n'y avait rien qui aurait pu me préparer pour ça. C'est une autre sorte de technique vocale. C'est un autre... c'est un bon training. Là, c'est la grosse mode. J'avais vu... Je savais que Beyoncé faisait ça, puis d'autres chanteuses, mais là, je vois plein de chanteurs faire leur vocalise sur des tapis roulants en courant. Ah, je te dirais... Moi, c'est la prochaine étape. Je me dis, je pourrais peut-être inclure ça. J'en ai un petit, en plus, je pourrais l'amener. Imagine, mes élèves les plus avancés. OK, aujourd'hui, on fait tes vocalises sur le tapis. Ouais, mais ça fonctionne bien. J'ai pas de tapis roulant, mais ce que je fais, c'est que je fais comme soit des squats ou des burpees ou des jumping jacks et je chante en même temps. Et des burpees, oh non! Ouais. Et tu performes juste pour, en fait, travailler juste pour ton endurance, ton souffle. Ouais.
Moi, j'ai pas le choix parce qu'en étant asthmatique, je dois travailler d'autant plus parce que je suis vite essoufflé. Ouais. Mais oui, après, c'est que de l'entraînement. Après, Beyoncé, elle a aussi des techniques de faire aussi des moments où il y a du playback. Oui. Sur les moments où elle va danser, performer, et après, elle reprend. Mais déjà, c'est juste énorme. Non, c'est dur. Hein. On se rend pas compte. Ouais. Là, il y a beaucoup de travail derrière ce métier de chanteur. Puis ça, c'est juste le côté interprète. Là. Au début du podcast, tu parlais du côté business. Qu'est-ce que... Comme de se voir comme un produit. Puis là, maintenant que tu n'as plus de label, parce qu'on veut tous un label, parce qu'on veut que ce soit eux qui fassent la job plate, la job de nous trouver les contrats, de nous trouver les sponsors. Là, tu as nouvellement un sponsor avec Adidas. Bravo. Exactement. Et ça s'est Merci pas beaucoup. fait en criant ciseaux, comme on dit. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait commencer sa carrière? Puis, OK, l'aspect chanteur, bonne voix, bonne composition, on a le produit. C'est quoi qu'il faut de plus? Qu'est-ce qu'on doit se préparer mentalement à faire dans notre job de chanteur, chanteuse? Bah déjà, je te dirais, il faut se préparer mentalement à recevoir des noms. Parce que le refus, il ne faut pas le prendre personnel. Même des fois, en fonction de son style de musique, de musique, on peut être passé en radio ou pas en fonction de leur ligne éditoriale. Ouais, donc, être prêt à recevoir des refus. Et aussi, penser comme une entreprise. Avant de lancer un produit, il y a toute une étape de bien connaître son marché, connaître l'industrie musicale, donc faire des recherches, aller rencontrer des artistes qui ont peut-être aussi vécu ce que vous allez vivre pour prendre le maximum de conseils. J'ai jamais autant appris qu'en discutant avec des artistes sur leur parcours. Si je peux citer une amie qu'on a en commun, Veda, qui elle aussi a cette vision entrepreneur, et c'est comme ça que tu te partages des conseils et que tu peux gagner du temps, vraiment. On a un épisode avec Veda, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. Mais... Ouais. Et ça, c'est vraiment la première chose. Et après, de me dire qu'il fallait que je travaille avec une rigueur absolue. Et que en marketing, on dit, si jamais tu n'as pas relancé 4 à 5 fois un prospect, eh ben, ça veut dire que tu n'as pas fait ta job jusqu'au bout. Donc, quand tu n'as pas de réponse une fois, 2 fois... C'est pas assez. Oh mon Dieu, ça, fallait que tu me le dises, parce que moi, à 2, j'abandonne. Ah ouais, non, mais il faut pas... Bah, tu vois, on parlait d'Adidas. Ouais. Ça m'a pris quasiment 5 mois. Wow. Et j'en ai fait des allers-retours. Et c'est pour dire que si je n'avais pas persévéré, je l'aurais pas eu. J'aurais arrêté à la 2e étape et j'aurais pas eu ce que j'ai eu aujourd'hui. Là, c'est juste par courriel au début que... Comment on trouve le courriel? Moi, je te demande vraiment, là, c'est vraiment très égoïste comme question. Je suis à la recherche d'un sponsor pour la chaîne YouTube pour qui je travaille. On a des views, on a des stats incroyables que toutes les compagnies voudraient nous sponsoriser. Mais on veut choisir quelque chose qui nous représente et non pas dire oui à n'importe quelle compagnie. Donc là, je vise des compagnies précises de micros, d'écouteurs, c'est vraiment de l'équipement parce qu'on a une communauté très geek. Puis... Là, j'ai écrit, tu vois, là, j'ai réussi par la bande d'un ami qui travaille, là, à avoir le email. Puis là, il m'a dit, on te revient. Mais là, combien de temps je devrais attendre? Je devrais relancer le courriel. Ça fait déjà 2 semaines. Moi, je relance 1 fois par semaine. Oh! Après, je sais que là, s'il y a mon attaché presse qui regarde, elle va dire non, DJ Simon, il relance tous les jours. Non, pas tous les jours. On va dire 1 fois par semaine. Et, wow, ok. Ouf, ok, je suis en retard. Mais je vais faire ça après le podcast. Ouais, non, vraiment. Et ça, on reçoit tellement d'emails. Et en fait, il faut aussi que se mettre à la place des personnes qui reçoivent l'email. Qui reçoivent plein de demandes, puis ils t'ont oublié. C'est pas qu'ils t'aimaient pas. Puis exactement, comme vrai. Toi, en tant qu'artiste, tu reçois des demandes de shows, des demandes de peut-être des shootings photos, des collaborations. Donc toi aussi, dans tes propres emails, tu en as peut-être en attente. Et quand la personne relance, ça passe par-dessus. Ça arrive comme au top. En haut. Ouais. C'est ça. Mais moi, par exemple, le cas d'Adidas, en fait, initialement, je voulais une compagnie très ciblée, la jeunesse, parce que mon projet parle de justement l'émancipation d'un jeune. Et ce sont des marques comme ça, comme Adidas ou comme d'autres qui sont vraiment au cœur de mon projet. Et après, je suis allé totalement sur adidas.com.ca. Je suis allé en bas, contact. Au début, j'ai pas de retour. Après, je suis parti sur... Adidas.ca, dans le sens... Ouais, c'est big, tu te dis, mais il y a bien quelqu'un qui a reçu ma demande quelque part, je sais pas où, mais ils l'ont pas encore reçu.
je me suis dit, où est-ce que je peux trouver des personnes d'Adidas? LinkedIn? Exactement. Je suis parti sur LinkedIn. Je regarde des gens comme directeur Québec ou autre, plein de choses. Et je contacte. J'ai des réponses. On me dit, bah non, on fait pas ça. Si ça fonctionne pas. Ou alors, non, je travaille plus chez Adidas. Donc, je me dis, mais comment est-ce que je peux faire? Donc là, de contact en contact. Et après, au final, je tombe sur quelqu'un qui me rappelle. Wow. C'est incroyable parce que tu sais, j'ai aussi passé des appels, j'ai appelé dans les magasins. Moi, je voulais juste avoir quelqu'un qui me laisse la possibilité de parler de mon projet. C'est juste ça. Et après, de fil en aiguille, je rencontre des directeurs, on parle du projet, ça remonte. Mais tu sais, il s'en passe du temps. Et après, au final, on va boire un café et là, on parle du projet. Et, en personne, ça, c'est cool. Okay. En personne. Et là, de là vient une magnifique collaboration. C'était incroyable parce que pour moi, des marques comme ça, c'était que des Usher, Beyoncé, des trucs qui ont des marques big. Et de là, ils ont même... Il y a le sponsor que j'ai pour tout mon projet, mais ils ont même... habiller mes collaborations. Tu sais, on est parti avec Sans Pression, avec Colossal. Ils les ont habillés, ils nous ont mis à disposition une designer. Et de là, je me dis que ça vaut la peine. Tu sais, si je m'étais arrêté, j'aurais pas eu. Tu sais, Puis là, dans le fond, il t'habille et tout, puis là, tu fais la promo, mais est-ce que tu me dis qu'ils collaborent à ton projet? Est-ce que c'est des investisseurs sur ton... Alors, pas encore. Et j'ai des investisseurs financiers. Okay. J'ai des investisseurs plus qui vont apporter une visibilité et leur image de marque. Parce qu'aujourd'hui, tu as des marques qui ont un impact directement sur l'audience. Mais il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Donc moi, je me dis qu'avec ce premier projet-là, de leur montrer que je suis capable de faire des contenus qui sont vraiment bons, cohérents, qu'on va les rejoindre les jeunes et qu'on va faire des actions qui vont être impactantes, ben, peut-être qu'après, ils me feront confiance sur d'autres choses. Donc c'est comme des cours de chant. Au début, je vais peut-être prendre 1 heure parce que pour tester. Et après, je vais peut-être prendre des cours réguliers. Après, peut-être des cours de groupe. Enfin, il y a différents niveaux. Et déjà, mais rien que là, je suis juste... tellement heureux. Ah oui, d'être associé avec cette compagnie-là. Puis, wow, bravo. Merci beaucoup. Donc, on va aller se faire un compte LinkedIn Pro pour avoir accès aux emails. Moi, j'ai le LinkedIn gratuit. Je suis pas capable de rejoindre le monde. Ça marche pas. Faut prendre le pro. Hein. C'est important. Moi, je prends le pro parce que des fois, tu as des personnes qui visitent ton profil. Oui. Et tu sais pas c'est qui. Ouais, tu sais pas qui c'est. Mais des fois, tu regardes, tu te dis c'est incroyable parce que pendant que j'ai contacté certaines personnes d'Adidas sur LinkedIn, il y avait d'autres qui venaient voir mon profil. Donc je me dis qu'il y a quelque chose qui gravitait. Wow. Ouais, on n'en parle pas assez de LinkedIn, je trouve, en musique. Tout le monde est sur Facebook, Instagram, puis on se connecte comme ça, mais c'est vrai, vu qu'on se voit comme des business, ben faut faire ça. Et on va se prendre une petite pause musicale. Alors, on va présenter une de tes chansons. On y va avec laquelle? On y va. Ah, je peux choisir? Ben oui. Oh Mama. Oh Mama. Parfait. Excellent. Donc, ça parle de quoi avant qu'on la fasse découvrir? Wow. Oh Mama, c'est la chanson que j'ai dédicacée à ma mère. Parce que, en fait, dans le projet que je porte, je viens en sensibilisation contre les violences conjugales, les violences faites aux femmes, de mon point de vue d'enfant qui l'a vécu et qui a dû aller en pensionnat, sortir de ça et voir ma mère qui a dû faire preuve d'une résilience incroyable, d'une force incroyable. Et c'est ce projet-là qui a fait que j'ai rejoint beaucoup d'artistes. J'ai eu la chance que beaucoup d'artistes ici au Québec, de tout univers confondus, ont pu participer en faisant la petite pancarte Stop aux violences conjugales. Et de là, j'ai rencontré des personnes du gouvernement, de la ville de Montréal. Et en fait, de me dire que ce projet a eu une utilité publique, une utilité sociale, une utilité... Tu sais, ça a dépassé mes attentes parce qu'aujourd'hui, j'aime faire de la musique pour que ça serve aussi des causes. Et donc, c'est pour ça que je commence par Oh Mama, parce que c'est une bonne introduction pour le projet qui suit. Parfait. On écoute ça. 500 kilomètres me séparent de ses bras. L'amour que j'ai pour elle jamais ne s'éteindra. Les sacrifices qu'elle a faits, un jour Dieu lui rendra. Oh, Mama.
Quelle belle chanson! Ah, merci, j'apprécie. Là, en 2025, tu vas sortir ton deuxième projet, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est mon deuxième album. Sachant qu'en plus, ce qui est marrant, c'est que tellement j'ai eu de la misère pour arriver au premier album. Ouais, c'était long, c'est ça? C'était très long. Ça m'a pris 10 ans pour faire le premier album. Non pas parce que j'avais pas de chansons ou autre, mais parce que les aléas de la musique. Mais ensuite, quand j'ai pris ces 10 ans, ben, le dernier album, j'ai pris 2 ans. Wow! C'est dingue. Et pourtant, 2 ans, c'est quand même long dans un processus d'album. Je trouve que c'est le processus moyen, 2 ans, 3 ans. Oui. Mais pour moi, c'est extrêmement rapide oui. d'arriver à ça. Et en fait, c'est le projet qui me ressemble le plus dans ma mission en tant qu'artiste, tu vois. Et c'est que depuis 2024 que là, j'ai compris que, en fait, oui, avant, je voulais être Chris Brown, Usher, Corneille et tout ça. Mais maintenant, je suis plus dans ce côté très show-off que je voulais performer, danser, mais je veux vraiment allier les deux avec un engagement. C'est pour ça que ce deuxième album, il est très, très significatif de c'est quoi que je veux faire dans la vie et dans ma vie musicale. Wow! On a hâte d'entendre tout ça, mais on va entendre d'autres extraits un peu plus tard dans l'émission. Comment tu composes? Est-ce que tu fais les paroles? Est-ce que c'est toujours pareil, parole en premier, mélodie ou mélodie, parole? Est-ce que, côté musical, est-ce que tu travailles avec des gens ou tu fais tout? Ça ressemble à quoi ton processus créatif? Alors au début, je fais n'importe quoi. Non, c'est correct ça. Au début, je fais uniquement... Alors moi, j'adore les vibes, les riffs, les runs. Donc en fait, tu sais, je prends ma petite guitare, je fais des fioritures, je me mets souvent dans le noir et tu sais, je prends avec ma guitare. Et dès que j'ai une idée, je m'enregistre avec mon téléphone. Et de là, des fois, j'ai des audios qui durent 6-7 minutes. Il faut faire le ménage. Exactement, tu fais le ménage, tu prends que les parties qui sont intéressantes. Ouais. Et après, j'envoie ça à mes compositeurs. Okay. Et j'ai la chance justement d'avoir fait une très très belle équipe. Tu sais, je travaille avec notamment Skilltech, avec Raphaël, avec TMD. Et en fait, je leur envoie et en fait, ils arrivent à retranscrire l'énergie que je voulais. Donc ça, c'est une belle façon de dire que je ne suis pas compositeur et que eux font les bons arrangements. En plus, c'est bien que tu as un partenaire qui vient... Tout à l'heure, tu parlais au début que tu as un partenaire à ton projet qui vient justement te donner des skills et te former sur la musique. Tu devrais prendre un petit cours. Ouais, mais après, ils vont voler la job de mes compositeurs si moi, du coup, je le fais moi-même. Non, mais... Excusez, j'ai oublié d'enlever ma sonnette. Je m'excuse. Non, mais ce qui est le fun, c'est que tu n'es pas obligé de te dire « Ah, je vais devenir... un producer, je vais faire tout toute seule parce que c'est quand même le fun de travailler avec d'autres. Tu sais, comme là, mon prochain album, oui, je serais capable de le faire tout seul, mais c'est beaucoup d'heures, c'est vraiment intense, faire tout seul. Donc, je coproduis avec un autre producer, avec des musiciens. Donc là, on est plusieurs, je délègue. Là, c'est plus moi qui va faire l'instrumental. Moi, j'arrive, je suis pianiste et guitariste, donc je vais arriver, OK, voici les accords, la mélodie. Des fois, ils vont changer, ils vont réharmoniser pour que ça fitte plus avec la vibe. Mais ça va pas t'empêcher de travailler avec d'autres. Ça va juste, en fait, moi, ce que je trouve pour les chanteurs, de faire le cours de production musicale, c'est que ça t'apprend le vocabulaire. Donc, quand tu es en studio, puis tant mieux si tes producers te comprennent directement, t'es vraiment chanceux, mais c'est vraiment pas tous les chanteurs qui sont comme ça. Puis des fois, on a de la misère à exprimer ce qu'on a, notre vision, ce qu'on a dans notre tête. Puis là, le producer, il fait quelque chose, il a passé 15 heures sur la prod, puis t'es comme... C'est pas ça que je voulais. Là, il est comme merde. Alors que si t'avais, par exemple, fait un début de production chez toi, ben là, il peut un peu plus comprendre. Ça lui donne un peu plus d'outils pour... Mais j'ai essayé, hein. Alors, j'ai essayé avec... parce que pareil, j'ai un home studio chez moi où j'ai voulu, comme tu le dis, tu sais, avant de transmettre quelque chose à un compositeur, bah moi, essayer pour voir un peu les... Faire des maquettes, qu'on appelle. Des maquettes. Et j'en ai, mais elles sont vraiment nulles. Et je passais genre 1 heure à choisir le kick. Ouais. Kick. Non, pas lui. Ah ouais, non, pas lui. Et il y en a plein. Non, c'était vraiment... donc, j'en ai quelques-unes, mais c'est vrai que ce que tu dis de... Tu sais, même quand tu es en studio, que tu fais tes prises de voix, tu sais, je voulais vraiment prendre le temps de savoir ce que fait l'ingénieur son. Ouais. Donc, des fois, au lieu de prendre un 2 heures ou 3 heures de séance pour juste faire une chanson, je passais beaucoup de temps en studio pour juste dire à l'ingé, OK, qu'est-ce que tu as mis là sur ma voix? Qu'est-ce que tu
sur quoi Mhm. tu appuies pour qu'on enregistre et que ça donne ce que ça donne. Ce qui fait que maintenant, quand je vais en studio, tu sais, avant, je prenais des coachs à Mhm. l'époque en France, et maintenant, je m'auto-coach Mm. tu sais, quand j'arrive en studio, je suis prêt. Je sais quelle voix je vais faire, quelles sont les harmonies que je vais mettre, et je laisse pas de place, justement, te parler de mon qu'est-ce que je fais, quelle est ma routine un peu pour faire une chanson. Ouais. Je laisse pas de place à l'improvisation, ce qui fait que j'ai du mal à aller dans des camps d'écriture, camps de composition, parce que je veux vraiment prendre le temps d'abord chez moi d'avoir des paroles qui font du sens, d'avoir tu sais, les accords qui font du sens, pour que quand je vais travailler avec mon compositeur, bah, on n'est pas dans du à peu près ou qu'on prend du temps, parce que on a besoin en 2025 de sortir de la musique rapidement, on a besoin de se, c'est réduire le temps qu'on prend. Déjà, ça prend du temps de se dire je veux sortir ma musique. Quand tu as quelque chose de final, tu perds du temps, tu es perfectionniste, que voilà, je veux faire gagner du temps à tous. Donc j'ai une structure très... Si ça ouais. fonctionne, c'est parfait. On a toutes nos... Moi, maintenant, j'aime ça. Je préfère faire mes voix moi-même. Je veux qu'il y ait personne. Ouais. Je veux même pas... Je chante mieux toute seule. Ça me permet d'essayer des trucs. Donc, je me suis acheté de l'équipement top dans mon mini studio. Est tout insonorisé. J'ai mon gros preamp et égalisateur en plus d'un bon micro. Mais c'est parce que finalement, ça me stressait toujours pas de faire, mais de faire perdre un peu le temps des autres, parce que j'aime ça, essayer Exactement. des trucs, c'est ça. Fait que non, ça pour vrai, je te comprends. Puis, pas besoin nécessairement d'avoir tout l'équipement. Donc, dans le fond, toi, tu te pratiques en masse chez toi avant. Puis là, t'arrives, tu sais exactement le riff que tu vas faire. C'est ça. Et ensuite, parfait, comme une performance, comme un spectacle. Comme un show. En fait, Ouais. tu vois, à partir du moment où le compositeur ensuite a fait l'instrumental et qu'il me l'envoie et qu'elle est terminée Mhm. telle qu'on la voulait, là, je fais au moins 2 voire 3 maquettes. Je fais une première maquette de base. Après, je la retravaille. Si je laisse passer 2-3 semaines pour que mon oreille se repose. Je bloque toutes mes idées. Et une fois que j'ai tout, j'apprends tout. J'isole même les harmonies. J'isole les harmonies, je les réécoute. Et comme ça, quand je vais en studio, ok, lead. Après, je passe peut-être au refrain, harmonie. Je sais ce que je fais. Et je veux pas perdre de temps. En fait, c'est comme si j'étais victime des 10 ans qui ont fait que j'ai mis pour faire le premier album, que là je veux pas perdre la moindre minute, et je veux que les gens aient confiance en moi aussi. Tu sais, je veux pas arriver en studio et que je commence à chercher quelle harmonie je vais faire, ou que je suis pas sûr de ce que je fais, parce que tu sais, je veux qu'on me prenne au sérieux, parce que tu sais, oui, il y a du fun dans la musique, mais je veux qu'on me prenne au sérieux pour ce que je fais. Pour vrai, si tous les chanteurs étaient comme ça, les producers seraient plus heureux. Oh my god, surtout ceux qui chargent pas à l'heure puis ceux qui chargent à la job. Oh my god, c'est... Si tout le monde arrivait, là, clac, clac, clac. Moi, des fois, je produis pour d'autres chanteuses qui, par exemple, c'était mes élèves, puis là, maintenant, on travaille le songwriting, puis là, hop, éventuellement, dans leur cours, je commence à faire une maquette, puis là, finalement, je finis, c'est moi la producer. Mais moi, je charge à l'heure, fait que me dérange pas qu'ils n'aient pas fini, qu'on explore, ils veulent prendre leur temps. Puis moi, je leur dis, fais ça à la maison, fais ça, ils le font pas. Je suis comme, tic-toc! Ah ouais. Mais c'est de l'argent en plus, franchement. Les heures de studio, c'est de l'argent, surtout quand tu t'autoproduis, c'est cher. Ouais. Et il suffit que tu sois très perfectionniste, que tu dises, même si tu as passé 3-4 heures, mince, il faut que je reparte en studio parce que j'ai entendu quelque chose, ça me plaît pas, il faut que je le refasse. Et c'est dur de se conditionner pour se dire, ce que tu as fait, c'est bon, tu n'as pas besoin d'aller faire des tonnes de retouches parce que le parfait n'existe pas. Non, c'est vrai. Et même si tu penses avoir atteint le parfait, tu vas faire écouter à un autre ingé son qui va te dire, ah, t'aurais pu chanter comme ça à la place. Exactement ça. On my l'entend, God. hein? Je déteste ça. J'ai vu un TikTok ou un Reels de Lady Gaga récemment, puis je trouvais ça tellement bon. Fait que je sais pas si tu l'as vu passer, mais c'était comme un artiste. Un vrai artiste, c'est quelqu'un qui a sa vision, puis qui reste. Si toi, tu l'aimes, puis que ça fonctionne avec toi, that's it. On s'en fout. Ça va jamais plaire à tout le monde. T'sais? Exactement. Puis vraiment, je sais plus, c'était pas exactement ça, mais ça, c'est un peu... comment je le traduis, là, mais c'est... Fais quelque chose que toi, t'es fier, que t'aimes. Puis aussi, quelque chose que tu vas être... Moi, je trouve... Quelque chose que tu vas être capable de délivrer live aussi. Tu sais, si tu chantes, puis que... Je sais pas, moi, t'atteins cette note-là, mais qu'elle t'a pris 20 takes à atteindre, puis que ça risque pas... Ça se peut que ça fonctionne pas en live, puis que c'était vraiment de la chance, ça t'a pris 20...
peut-être pas nécessaire. Ouais, totalement. Mais tu sais, Mais bon, ça dépend. Petite anecdote, la chanson que j'ai le plus travaillé, depuis que je suis au Québec, que j'ai le plus travaillé, perfectionniste, à refaire, c'est la chanson qui a le moins pogné en radio, même sur les réseaux, ça a le moins pogné. Donc je me suis dit, mais en fait, j'ai passé des heures dessus pour qu'au final, les gens, ils aiment ce qui est organique, ce qui est ressenti. Et des fois, mais oui. Tu sais, ça sort comme ça sort. Exact. Après, comme tu le dis, il faut aussi, quand tu travailles ta voix en amont, quand tu te prépares, après, tu arrives, tu sais ce que tu fais. Tu es plus confiant aussi. Ça enlève un stress de studio parce que ça peut être stressant pour beaucoup de personnes d'aller en studio puis on performe. Là. C'est surtout si OK, on a loué 3 heures, on a juste loué 3 heures. OK, il faut que ce soit fini. Ouais. Des fois, il y a des gens qui louent 1 heure. Je suis comme, mon Dieu, vous êtes fous. Faire... Non. Ça, c'est pas assez. Je suis pas capable. Il y en a qui disent même qu'ils font, par exemple, 5 chansons en 3 heures. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit... Ben oui, mais ils mettent juste l'autotune. Non, enfin, ils vont la chanter une fois, après ils vont mettre l'autotune géré, puis ils vont chanter le back une seule fois, puis ils vont mettre l'effet stéréo. Tu sais, moi, mes backs, là, je les fais minimum chaque voix 2 pour qu'on ait un left-right, puis... Pareil. Tu sais, c'est ça, mais j'en ai un ami qui a son studio, puis il y a des gens, puis lui, il charge à l'heure, fait que des gens avec moins de budget, ils veulent faire le plus de chansons. Comme tu dis, 5 chansons en 3 heures. Il y a des techniques, mais une chance qu'il existe tous les effets puis pour tricher, mais ça donne pas pareil. Mais bon, je pense qu'on est pareil. On est un peu beaucoup perfectionniste. Ouais. Ça dépend. Ça dépend de ton style. Là. J'avoue que toi, même en R&B, il y a quand même beaucoup de gens qui triche beaucoup, là, je trouve. Il y a beaucoup d'autotune dans le... Ouais, bah, tu sais, moi, moi, je suis pour que quand tu utilises un plug ou n'importe quelle chose sur ta voix, que ça vienne servir ta chanson. Ouais. Parce que tu as des choses qui sont très fun à écouter. Tu as des gens qui font, tu sais, même quand tu vas un peu plus loin dans certaines variantes du R&B, quand tu rentres peut-être dans la trap soul ou même dans le côté hip-hop, tu sais, c'est fun, dans la chose. Mais quand c'est pour camoufler des problèmes de technique et de justesse ou juste tu sais pas, t'as pas appris à chanter, c'est là où je trouve que c'est dommage et que c'est venu enlever même de la job de gens qui chantent vraiment bien, qui ont des vrais qui ont travaillé leur voix et qu'aujourd'hui ça laisse place des fois à des choses qui sont peut-être moins abouties, mais c'est du fast-food et les gens consomment ça aussi malheureusement, donc c'est là où c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Puis même, il y a l'autotune live maintenant, où beaucoup de gens, ou bien le lip-sync, ça, il y a tout le temps eu, là, mais... Ouais, moi, des fois, j'en ai là, qui pognent leur Waterloo, comme on dit. Ils pensent qu'ils chantent bien parce que leur ingénieur de son les a tout le temps... c'est même pas juste l'autotune. Il était tellement off que l'ingénieur a replacé chaque syllabe avec Melodyne, qui est un premier logiciel qui c'est vraiment plus note par note. Puis c'est l'ingénieur qui a comme créé la mélodie, même juste du rap des fois que c'est sur 2-3 notes. Puis ensuite ça passe dans l'autotune. Puis là, ils pensent que c'est comme ça qu'ils sonnent. Puis là, ils viennent prendre des cours. Ah, j'ai une perfo live, je vais aller prendre du petit coaching. Puis là, moi je suis comme, oh mon Dieu, mais mon ami, tu es tone deaf. Tu n'entends pas du tout le pitch. Il va falloir faire tel exercice. Puis là, il est comme, hein? Mais non, c'est comme ça que je sonne. Je suis comme, non, c'est pas comme ça que tu sonnes. Puis là, on fait des fois du coaching derrière le micro. Puis là ils s'entendent. C'est comme, ah, c'est comme ça que je sonne. Parce que moi, je mets aucun effet. Là, quand t'enregistres, mon ami qui a un studio pour ce genre de clients-là, il met même de l'autotune pendant qu'il chante. Ah oui, l'autotune à l'enregistrement. À l'enregistrement pour que la personne, elle essaye de se placer. Mais elle est tout croche, mais au moins, elle essaye de se trouver. Moi, à un moment donné, des fois, j'allais dans son studio, puis là, il le met par automatisme parce que la majorité de ses clients ne savent pas chanter. Puis là, je suis comme, ah, qu'est-ce que tu m'as mis dans mes oreilles? Enlève-moi ça! Il dit, ah oui, c'est vrai, toi, tu chantes. Ok, c'est bon. Oh my God. Mais tu sais que les gens ont longtemps pensé que, par exemple, T-Pain, qui lui, avait d'abord le vocodeur et l'autotune, les gens pensaient que T-Pain ne savait pas chanter. Mais non, il est excellent. Ouais. Lui, c'était vraiment, comme tu dis, pour un effet, c'était pour que ça sonne fun. Puis exactement. Mais c'est un bon chanteur. Il y a une vidéo qui a fait le buzz où les gens se disent, mais T-Pain, il sait chanter. Mais les gens les gens sont tombés des nues, mais c'est pour ça que quand ça rapporte un truc, tant mieux, il y a un style propre à ça et tant mieux, mais quand ça vient, on paye des heures de studio, on paye des heures pour faire des vidéoclips,
tu sais, ça coûte rien de prendre des heures pour se former vocalement. Parce que c'est aussi, on pense des fois c'est de l'argent trop investi pour rien, mais en fait c'est très important de mettre aussi une partie d'argent dans le avant ta production Mais oui. et le après avec les tracking radio. Ah oui, puis après, la tu vas promo. faire des entrevues radio, puis ils te veulent une petite perfo acoustique. Qu'est-ce que tu fais? Ils vont pas t'installer ta machine Autotune live, là. Ils n'auront Tu pas fais le comme temps. moi, tu refuses l'invitation de Verona à chanter Non, non. live. Non, mais c'est parce que je t'allais demander trop dernière minute, là. C'est ma faute. Mais non, mais il y en a vraiment, là, que c'est intense. Puis le coaching vocal, c'est comme tu dis, c'est un investissement, mais c'est vraiment dans toutes les dépenses, je pense que c'est la moins chère, là. Puis c'est peut-être la plus chère en termes de temps, mais... Je suis pas sûr, hein, vous, les Non? coachs vocaux, c'est cher. Oui, c'est cher, mais en même temps, tu peux en prendre 1 ou 2 semaines, puis avoir en masse de devoirs, puis... Ouais, c'est vrai. Ou même 1 par mois, si t'es vraiment discipliné, un coaching par mois, puis tu fais le petit programme, puis... Moi, j'en ai que j'ai un forfait avec mon école aux États-Unis, que c'est 1 par mois. C'est un peu plus cher de l'heure, mais ils ont accès à m'envoyer des messages n'importe quand. Ah oui. Comme un trainer de fitness, là, que on se voit une fois par mois, puis entre-temps, tu m'envoies des vidéos, tu m'envoies des audios, puis je réponds dans les 2-3 jours ouvrables. Là. Puis souvent, moi, je réponds, j'ai ça voir les notifications, fait que je réponds le jour même, c'est sûr. Mais ce qui est bien dans ce que tu proposes, ça, c'est cool. moi, je trouve c'est que comme toi, tu allies en même temps, tu sais, tu as le chant, mais tu es aussi dans la business musicale. Donc, Ouais. ce qui fait que quand on vient prendre un cours de chant, bah, tu sais que tu peux avoir des conseils sur d'autres choses qui sont à côté, ce qui attend finalement un futur chanteur. Ouais. Et ça vaut de l'or parce qu'on n'avait pas ça avant et d'avoir des personnes qui connaissent l'industrie, qui sont passées par tout ce qu'on a vécu et qui t'apportent ces conseils-là, ça vaut beaucoup. Tu sais, il y a des gens qui vendent des masterclass sur c'est quoi l'industrie musicale Ouais. et qui les vendent cher aussi. Les ventes, c'est quoi cher? Bah, Moi, je suis une grande fervente du coaching, sur tous des sujets. Là. L'année dernière, je me suis acheté un cours sur la bourse, prix enregistré 1000 $. Mais avec mon cours, j'ai fait 15 000 $. Je me dis, c'est correct? Ça faisait 1 an que j'écoutais ceux qui ont pris le cours, ils ont un podcast gratuit, comme moi. Et tu vois qu'ils connaissaient vraiment leur truc. J'ai tellement appris dans leur gratuité. Tu sais, au début, tu vois, c'est qui le coach? OK, il dit pas n'importe quoi. OK, cool, c'est intéressant. Puis à un moment donné, évidemment, il faut qu'ils rentabilisent leur podcast gratuit. Puis nanana. Puis là, je me suis dit, OK, il était même 2000 $ le cours. Là. Il était 50% de rabais. C'était le Black Friday. Fait que là, je l'ai pris à 1000. Puis là, toutes mes amis étaient comme, voyons donc, tu as dépensé 1000 $ pour un cours en ligne pour apprendre à investir. Puis là, j'étais comme, ça me fait peur. Ça me fait peur. J'ai confiance en eux. Puis c'est pas des livres. Oui, mais tu peux lire tel livre, tel livre. Je connais tellement rien que les livres me font peur pour l'instant. Fait que pendant ce temps, je n'investis pas mon argent. Pendant ce temps, mon argent ne fait pas d'argent. Donc, je suis aussi bien de... Tu sais? Puis ça a été une des meilleures décisions. Bon, OK, là, ça a baissé un peu la bourse. J'ai peut-être fait au moins 10 000. Mais tu sais, comme le coaching aussi, comme le coaching de chant, écoute, j'aurais pas pu, comment je pourrais dire, j'ai tellement débogué de trucs où des fois, ça fait juste te mettre dans un bon mindset, ça enlève, c'est ça, les peurs, puis où j'ai pris à un moment donné, pendant 1 an, une coach de fitness, j'avais peur d'aller au gym, j'avais peur de me blesser en faisant de la musculation, puis le côté, c'était comme ça, c'était 1 fois par mois, mais en ligne, puis c'était un Zoom que je faisais juste raconter, j'étais même pas dans le gym, là. Elle me coachait, mais à chaque semaine, je pouvais y envoyer des vidéos dans le gym. Elle me recorrigeait. C'était comme un coaching continu. C'était cher, là. C'était du 220 $ par mois. Ouais. Mais ça prend un investissement de base, c'est vrai. Mais tu sais qu'en plus, tu as dit quelque chose qui est super intéressant et que j'adore. C'est que, tu sais, mes premiers cours de chant, je me suis senti libéré juste parce que le prof de chant me disait « Ce que tu as fait là, c'est bon. Aie confiance en toi. Tu as une bonne voix. » Juste des fois par des choses qui vont te débloquer des insécurités par rapport à ta propre voix. Exact. Et déjà, ça, c'est un step en plus. Oui, parce que t'es comme, OK, ça a été approuvé par quelqu'un qui en a entendu en titi puis qui fait ça de sa vie. OK, donc je vais continuer de faire ça. Parce que c'est dur d'avoir le recul sur... même moi, là, en ce moment, je suis à la recherche d'un coach vocal pour moi, là, parce que à force de coacher, c'est correct d'être la personne de l'extérieur pour les autres, mais c'est dur de s'auto-coacher, moi, je trouve. Je le fais, mais je suis tout le temps en train de me dire, c'est correct? Alors que, fait que des fois, je m'en prends là, quelques coachings, puis moi, je trouve jamais que c'est... Oui, c'est cher, mais c'est quoi cher? T'sais, c'est comme je te dis... tu sais, moi, j'en ai payé des cours là, sur plein d'affaires de marketing,
Ou comme tous les cours, je sais pas si c'est... Même là, moi, je me suis mis membre de la disque, puis j'ai fait tous les cours de la disque. OK, le membership est 250$. C'est-tu cher? Ou des fois plus, ça dépend, là, parce que j'étais avec Purcom, justement. Ouais. J'ai un deal avec eux autres. Mais est-ce que c'est cher? Parce qu'après, il faut que je paye tant par formation, mais en même temps, j'aurais pas accès nécessairement aux formations si j'étais pas membre. Je sais pas. Moi, je trouve que... Moi, je suis pro-coaching. Il faut go, go, go. Parce qu'on se sent bien, on est comme... Tu sais, ça enlève le stress, c'est approuvé, puis t'es comme, parfait, je sais où je m'en vais. Mais c'est sûr que moi, j'aimais l'école, là, puis j'étais bien mes affaires. Alors, si tu avais à recommencer ton parcours en 2025, mais, par exemple, t'es de retour, t'as 18-20 ans, mais par contre, t'as toutes les connaissances que t'as aujourd'hui. Je pars en courant. Tu pars en courant? On fera pas ça. Non. Oh my God. Pour la musique, ouais. C'est une excellente question parce que, avec tout ce que je sais maintenant, je pense que... Alors, il y a des choses que je pense que je vais gagner du temps et d'autres pour lesquelles je vais pas gagner du temps dans le sens où peu importe ce que tu connais, en fonction de ce que tu veux lancer, tu as besoin de rencontrer des personnes. À moins que tu me dis que je repars en arrière, mais j'ai déjà rencontré toutes les personnes. T'as déjà tous tes contacts? Non, t'as pas tes contacts, mais tu as des connaissances de ce qu'il faut faire. Ah ouais, bah déjà, c'est sûr que j'applique tout. Comme tout, c'est quoi? Alors déjà, je me dis, je vais dans tous les réseautages possibles. Tous les réseautages, donc tous les lancements d'albums, quelle autre sorte... Alors, il y a les lancements d'albums pour rencontrer des personnes qui partagent la même musique que toi. Que c'est important de... Oui, tu fais de la musique, mais tu sais, c'est qui ton collègue aussi qui fait de la musique à côté? C'est quoi sa réalité? J'y vais. Les réseautages, tu sais, des fois, tu as des séminaires de formation où tu vas apprendre comment faire un dossier presse. Comment est-ce que tu vas démarcher un festival? Qu'est-ce que ça prend pour faire je sais pas moi, ta fiche technique pour quand tu vas être en show? Ça, c'est où qu'on peut trouver ces formations-là? Ah, mais il y en a partout. La Disque propose des formations, la SOCAM propose des formations, et il y a même certaines structures comme par exemple, tu sais, t'as la MUC, La MUC? Je connais pas. Ah, tu connais pas? Non. C'est l'association des musiques québécoises. Des musiques urbaines du Québec. OK. Exactement. Cool. Tu as aussi des fois des personnes de l'industrie qui proposent des formations. Donc, les suivre sur les réseaux pour voir quand ils annoncent Exactement. la formation. Et la SPAC, est-ce que tu connais? Alors, je l'ai connu récemment. C'est incroyable. Ouais, c'est dingue. Ils ont lancé un nouveau programme, un nouveau projet musique oui. du Québec avec la musique francophone. Plateforme francophone, ouais. Exactement. Donc, tu sais, tous ces organismes, c'est important d'y aller. Des fois, tu vas payer peut-être juste un droit d'entrée peut-être de 20 pièces, mais ça coûte vraiment, c'est vraiment très accessible. Et déjà, tu vas te former, tu vas rencontrer des personnes et des personnes à qui tu pourras même envoyer tes projets pour qu'ils te donnent des conseils sur ce que tu as produit comme contenu. Donc, je vais commencer par ça. Ouais, parfait. Et ensuite, qu'est-ce que je ferais? Pas de label? Direct indépendant? Alors, est-ce que j'ai vécu aussi ce que j'ai vécu? Et je sais ce que je sais, mais j'ai vécu aussi ce que j'ai vécu? Okay, c'est ma question. Hein. Je choisis n'importe quoi. Tu pourrais aussi te dire que ce serait quelqu'un d'autre. Par exemple, ton petit cousin là, qui voudrait commencer plus dans une forme... bienveillante. Ouais. En fait, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que oui, effectivement, aujourd'hui, je veux plus de label parce que je veux plus être l'artiste 360 ou qui fait rien. Je veux que si le label m'approche, que je puisse être capable de lui dire voilà ma vision sur 5 ans, voici mon projet, ce que je veux, et on peut dealer ensemble. Alors qu'avant, je pensais que en signant, en fait, j'ai plus rien à faire. T'as juste besoin de chanter puis d'écrire des chansons. Exactement. Donc, je dirais si c'est à mon D-Joyce de 17 ans à l'époque, c'est fais tes preuves, travaille ton audience, travaille c'est quoi que tu vas apporter aux gens, au monde avec ta musique. Prépare-toi. Et ensuite, si tu veux aller dans un label, vas-y, mais sois armé de... Prépare-toi de là où tu veux aller et là tu pourras trouver des belles ententes parce que il y a des très belles ententes avec des labels ou des maisons de disques. Je pense que c'est juste que nous en tant qu'artistes il y a aussi un manque des fois de c'est quoi l'industrie et parce que c'est une industrie qui est très difficile. Ouais. On n'en a pas parlé mais tu as aussi un deuxième métier? Oui, j'ai un deuxième métier.
Puis ça, des fois, les gens l'affichent pas. On l'affiche pas autant sur les réseaux parce que c'est moins glamorous. Qu'est-ce que c'est? Alors, je suis chargé de communication dans un cabinet d'avocats. OK. Et moi, j'ai aucun mal à en parler parce que moi, c'est une volonté. Mhm. Je veux vraiment dissocier la musique de ma vie personnelle parce que ça prend beaucoup de santé mentale, ça prend Ouais. beaucoup d'épreuves dans la musique et je veux pas revivre tout ce que j'ai vécu. Je veux vraiment prendre que le côté Le tu sais, fun. que le fun. Ouais. Il y a du travail. Il y a du travail. Tu sais, Mhm. tu sais, dans tout travail, il y a des choses qui sont moins le fun, d'autres qui sont plus le fun. Mais je veux pas avoir à me dire, mince, je dois faire tel show pour pouvoir payer mon loyer ou autre. Donc, je veux avoir une sécurité et me dire que le reste, c'est que du bonus et je kiffe la musique. Tu sais, c'est vraiment mais tu sais, t'en as qui veulent aussi tout abandonner. Mais si tu abandonnes tout, assure-toi d'avoir fait toutes les étapes qu'on a parlé précédemment parce que c'est ça qui va être ta sécurité en fait derrière. Parce que même si tu veux tout abandonner pour faire des shows au casino ou des shows dans des mariages, tu dois travailler ta voix pour performer 2 heures lorsqu'on t'a invité pour un événement d'entreprise. Tu dois savoir c'est quoi le micro que tu vas utiliser, les musiciens que tu vas avoir avec toi, louer du matériel. Tu sais, tu peux pas arriver comme ça et dire je veux vivre de la musique. Tu sais, ça prend. Donc voilà, j'ai trouvé là j'ai des belles entrées, je suis très content. Même aujourd'hui, on a tu sais, quand tu rentres à Sirius par exemple, tu as des bons montants d'argent qui rentrent. Et après, c'est comment est-ce que tu réinvestis à des bonnes places. Même quand tu veux faire des festivals, tu sais, est-ce que tu vas sur Scène Pro, est-ce que tu vas à la Rosec, est-ce que tu sais, il y a beaucoup d'investissements qu'on se rend pas compte que c'est des places où il faut être, mais ça prend des connaissances. Ça prend de l'argent aussi. Ça prend de l'argent. Ouais, moi, j'aime ça parler d'argent parce que je trouve que c'est trop tabou en musique. Puis est-ce que, là, tu disais, bon, les rentrées de... Parce que oui, quand ta chanson joue, par exemple, à Sirius ou des chaînes commerciales de radio, ça fait des bonnes rentrées d'argent, c'est ce qui te permet de réinvestir. Mais au départ, est-ce que tu dirais que ta job de jour a aidé à financer ta deuxième entreprise, dans le fond, ta business, comme les gens qui se partiraient une business de savon ou de, tu sais, qui achètent le stock avec leur argent. Mais totalement. En fait, ce que j'ai au début, effectivement, je me suis fait comme un petit fonds de roulement où je me suis dit, bon, il faut que j'ai un 5 000 ou un 10 000 pour déjà produire le contenu que je veux. Ouais. Et après, je me suis dit, mais si j'ai pas d'entrée d'argent, il faut que je réduise alors mes dépenses. Donc j'ai fait un peu le cercle à l'inverse, je suis parti taper à la porte de tu sais, t'as beaucoup de jeunes entrepreneurs qui partent une business de vidéographe ou de studio et qui ont des très bonnes techniques. Il n'y a pas besoin d'aller chercher l'ingénieur son qui va te charger un 3000 pièces. Et là, j'ai trouvé des négociations pour réduire mes coûts et qu'on y ait comme quelque chose de donnant-donnant. Je te donne un exemple tout bête. Mon premier album, j'ai 5 vidéoclips. Wow. J'en ai payé 0. Oh! Et parce que j'ai trouvé comme une entente avec mon réalisateur qui, lui, voulait faire son book. Ben oui, il y avait besoin de portfolio. Ouais. Exactement, pour monter sa business. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut s'entraider? À ce moment-là, tu me fais les vidéoclips gratuitement. Mais moi, de mon côté, je t'assure que je vais amener des danseurs, je vais amener le maquillage, le tout. La toune aussi. Exactement, aussi la chanson. Ouais. Et là, on trouve un accord ensemble. Bon. Et c'est là où, des fois, on veut savoir où est-ce qu'on va mettre de l'argent, mais aussi économiser. Ouais. C'est important. Et après, quand tu as des Sirius qui rentrent, c'est de me dire que l'argent qui rentre des déplacements radio ou autres, comment est-ce que je le réinvestis intelligemment. C'est ça. Et, mais tu sais, moi, ça m'a pris, je pense, un bon 2 ans pour trouver comme un cercle vertueux et non pas vicieux, finalement. Et ouais, parce que ça peut aller vite, les dépenses. Quand tu connais pas et que tu cherches pas, là, ça, tu sais, un photoshoot, OK, 1000, 2000 pièces, le vidéo, 5000 $, l'album, 10, 15 000. Puis ça va vraiment, vraiment vite. Donc, moi aussi, même chose. Moi, c'était les photos. Quand j'ai commencé mes réseaux sociaux, c'était Instagram. Puis à l'époque, il n'y avait pas de vidéo. 2017, 2018. Puis j'avais payé un photoshoot avec comme top équipe, styliste, décor, costume. Ça m'avait coûté cher, mais c'était aussi un rebranding. Moi, j'avais pas de style. Là. Je savais pas comment m'habiller. Fait que, mais avec tout créé, qu'un personnage qui fitait avec ma chanson, OK, 2000 $. Mais à partir de ça, je suis allée sur des groupes Facebook de photographes recherche modèle. Puis j'ai dit, voici mon dernier shooting. Est-ce que des gens intéressés, je pourrais être votre modèle? Puis là, mes photos étaient tellement belles que là, j'avais plein de
photographe qui voulait juste se pratiquer. Là, après, depuis, je paye plus jamais. J'ai pas repayé de photoshoot. Juste parce que là, j'ai plein de photos. Puis là, les autres photos sont belles. Fait que là ils voient, oh mon Dieu, elle a fait, c'est une bonne modèle. Non, elle arrive tout le temps avec des outfits de feu, puis des cheveux de feu, maquillage. C'était comme, bon, j'en ai payé un en 2017. On est rendu en 2025, puis j'ai pas encore... je dis pas, payez pas vos photographes. Comme je dis, oui, mais tu peux faire des deals, surtout quand tu as la communauté. Ouais. Exactement. C'est ça. Il faut... tout travail mérite salaire et c'est normal. Payer les personnes avec qui vous travaillez, payer les biens, c'est important même pour travailler sur du long terme. Mais il y en a qui ont... si moi j'ai besoin de photos pour mon image, peut-être qu'effectivement, toi en tant que photographe, tu as besoin d'un portfolio pour démarcher pour ta business. Donc comment est-ce qu'on est ouvert à la discussion et pas être fermé et ça prend des connaissances, ça prend des contacts, ça prend le réseautage, discuter avec des gens qui ont aussi des intérêts et on peut ensemble, parce que l'industrie du disque, les maisons de disques ont de l'argent. Et c'est ce que nous, on n'a pas quand on est indépendant, on court après l'argent. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont indépendantes en photo, en ingénieur du son, en plein de choses, donc pourquoi pas s'entraider? Ouais. Moi, à un moment donné, j'ai changé des cours de chant avec ma coiffeuse maquilleuse. Puis elle me faisait... Moi, j'étais blonde bleachée, là, donc c'est cher, là, de faire une tête de mèche, là, c'est 300$ à chaque fois, là, chaque mois et demi. Donc, elle me faisait ça gratuit, puis elle prenait des cours de chant, puis elle venait à mes photoshoots, puis elle me maquillait, puis elle me coiffait. Fait que moi, j'arrivais avec mon photographe, tu sais, je cognais, j'étais comme, je suis ta modèle, j'ai du beau linge parce que j'ai travaillé avec une styliste, puis en plus, je viens avec ma hair makeup artist, eux autres sont comme, mais voyons donc. Souvent, c'est eux qui doivent payer styliste. Cheveux make-up pour leur modèle. Fait que c'est ça, il faut donner... si tu reçois gratuitement ou à moins cher, faut que tu aies quelque chose à offrir en retour. Exactement. Ouais, et on se rend pas compte la puissance des commandites ou des deals. Il y en a qui me disent, oui, mais comment tu as fait pour Adidas? C'est vraiment gros et tout. Mais quand on me dit ça, moi, je repense quand je faisais des premiers deals de juste, on m'offre des sandwichs pour les vidéoclips. T'étais content de nourrir ton monde, là? J'étais content parce qu'en général, je donne à manger à personne. Je fais en sorte que le tournage soit une période où on mange pas. Entre 1 et 5. Ah ouais, parce qu'il m'est arrivé des choses où, par exemple, tu fais une pause déjeuner, mais ça part en une pause déjeuner de 2-3 heures, sauf que toi, tu as le local pendant un peu de temps. Donc maintenant, je veux que plus personne mange pendant mes vidéoclips. C'est clair, maintenant, on le sait. Donc là, ça fait 5 ans que tu es au Québec. Et comment tu vis ça? Est-ce que tu penses rester des nôtres? Est-ce que finalement, t'es comme, finalement, partir en France? Comment ça se passe, ta vie québécoise? Ton accueil? Ah ouais, déjà, moi, c'est sûr que je reste. Yes! Je vais bientôt attaquer ma citoyenneté, surtout pour pouvoir voter aussi, parce que je trouve que quand c'est en votant qu'on peut faire changer des choses. Mais depuis que je suis arrivé, je vis vraiment un rêve. J'étais tellement bien accueilli. J'ai fait des entrevues radio dans des radios pop rock, country. J'ai vraiment senti un bel accueil. Et je trouve que rien que d'avoir une chaleur quand tu es dans une business, c'est important. Parce que oui, il y a des choses qui sont plus ou moins tannantes, ça arrive. Mais quand le prélude à l'album Garçon a été salué à l'Assemblée nationale du Québec, j'étais comme waouh. Wow. J'étais comme, ok, ce que j'ai fait, ça a un impact. Et peu importe d'où je viens, peu importe mes origines, avec la force de ton message et tes propres valeurs, en fait, je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ça va au-delà de tout ça. Ouais, ça va vraiment au-delà. Ah, c'est super. C'est le fun à entendre que tu vas rester parmi nous. Et qu'est-ce qu'on te souhaite pour... je finis tout le temps avec cette chanson-là. Cette question-là, et ensuite une chanson. Quelle est ta vision pour les 5 prochaines années? Pour toi. Alors, dans les 5 prochaines années, j'ai déjà une première mission, c'est de me dire qu'avec cet album-là, je vais pouvoir faire la tournée des centres de jeunesse, rejoindre le plus de personnes qui ont vécu soit la violence conjugale ou qui ont eu des traumas dans la jeunesse et qui veulent maintenant sortir de ça. Qu'est-ce qu'on fait quand on a vécu ça pour pouvoir s'en sortir et réaliser ses rêves, que ce soit la musique, le sport, l'art. Et ce qu'on peut me souhaiter, c'est continuer à faire la musique avec passion,
avec cœur, rencontrer des belles personnes comme toi aujourd'hui, qu'on puisse partager la musique malgré nos backgrounds qui sont peut-être différents, mais qui se rejoignent à beaucoup d'égards. Et c'est ça. Et après, d'ici 5 ans, peut-être à avoir remporté un à disque. Ben oui! C'est un Félix. Et ensuite, ça va être les Juno, et ensuite les Grammys. Oh my God! Est-ce que tu veux rester dans la francophonie, dans le francophone? Ou t'aimerais ça aussi mélanger peut-être... est-ce que tu chantes en anglais? I would like to stay in French. In French? Because my English is too bad. Too bad? OK, c'est correct. Ouais, non, en fait, c'est vraiment... Il y a à la fois une volonté, mais aussi parce que je suis pas bilingue, mais surtout qu'on a une très belle langue française. Et je trouve que c'est important de défendre notre culture, la langue française. Et, on peut faire des très belles chansons. Donc oui, je sais que ça sonne pas, le R&B sonne pas pareil en anglais qu'en français, mais on peut faire de très belles choses quand même. Donc moi, je suis pro francophonie, à fond. Parfait. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toi, Vérona, pour l'invitation. Et c'est quand qu'on peut entendre ton album? Et là, le podcast on enregistre au mois de mars, mais ça sortira pas tout de suite, là. Donc, sûrement que l'album va déjà être sorti. Donc, ça va être... on te suit où sur les plateformes? On peut me suivre partout, sur Instagram, Facebook, YouTube. Et effectivement, l'album est sorti le 28 mars. Donc, j'invite vraiment tout le monde à aller l'écouter, mais surtout l'écouter d'une oreille où prenez attention aux textes, aux mélodies, et si jamais c'est des causes qui vous parlent, eh ben, jasez-en autour de vous. C'est important que dans le monde dans lequel on vit actuellement, qu'on prenne le temps entre amis, entre gangs, de parler de choses qui sont aussi importantes. On peut avoir du fun, ça c'est normal, mais aussi parler de choses pour lesquelles on peut faire avancer des choses. Consommer québécois, consommer local, c'est important. Aller soutenir même des entreprises de proximité qui partent leur business. Ouais. C'est comme ça qu'on va trouver peut-être des solutions à ce qui se passe en ce moment. Et aller voir des shows d'artistes un peu moins... qui font pas nécessairement le Centre Bell, parce que les gens, ils chialent souvent. Souvent, oh mon Dieu, les prix, les billets, c'est pas achetable au Centre Bell. Ouais, mais il y a plein d'artistes qui ont fait des plus petites salles, puis tu vas passer une maudite bonne soirée aussi. Donc, allez voir des shows. Ça serait ça. Est-ce qu'il y en a pour 2025 des spectacles, ou c'est à venir pour le booking? Alors, il y en a qui sont à venir, et sinon, alors, ça dépend. Le podcast, il sort quand? Je sais pas exactement. Au pire, c'est pas grave. Au pire, ça va être en retard. C'est ça. Bon, on va faire comme ça. J'ai un show demain. Ah! Demain, le 22 mars? Exactement. Demain, le 22 mars, à l'occasion de la soirée Vrix R&B. Ensuite, cet été, je suis parrain au Africa Festival de Québec. Cool! Donc, super content parce que c'est une belle vitrine pour nos communautés. Et justement, parce que nous aussi, on a beaucoup d'artisans qui font des choses super bien ici au Québec. C'est quelle date, ça? Sais-tu? Ça, c'est du 16 au 25 mai. OK, donc le podcast devrait être sorti. Ouais. C'est ça, exactement. Et après, en fait, avant les shows, là, je fais une tournée médiatique pour l'album. Okay. Donc, j'ai la chance d'avoir beaucoup de médias qui me reçoivent pour pouvoir parler de mon projet. Et d'ailleurs, je remercie tous les médias qui prennent attention à ce projet Grand Garçon. Donc, c'est ça, aller rencontrer tous les médias pour commencer à parler au plus. Et surtout, une tournée communautaire des centres de jeunesse qui s'en vient. Donc ça, souvent, c'est privé, mais on va aussi faire des rassemblements où tout le monde sera les bienvenus pour partager un bon moment. Parfait. Donc, on suit ça sur tes plateformes. Merci. Exactement. Encore. Merci beaucoup, Vérona. À la prochaine. Ciao.